Très bien. Alors, notre TD. La séance d'aujourd'hui, nous la refaisons parce qu'il n'y a pas d'enregistrement disponible. Il y aura l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Pardon. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire l'exercice 3, enfin, la série 3 de magnétostatique? Je disais donc... Non, madame. Ah bon, elle n'a pas été partagée, d'accord. Merci de me le dire. Partage de contenu. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, nous entamons notre TD à présent. Ce TD est un TD que nous refaisons. Nous le refaisons parce qu'il n'y a pas d'enregistrement disponible. Ce TD correspond au début de la magnétostatique. Rappelez-vous, quand on était en présentiel, nous avions fait de l'électrostatique, que nous n'avions pas fini. Il restait 2 exercices à faire. Ces 2 exercices de la fin de l'électrostatique, vous les trouverez dans l'enregistrement qui correspond, qui est déjà disponible sous YouTube. Il contient la fin de la magnétostatique et la fin de l'électrostatique. Donc, aujourd'hui, je reprends cette partie du début de la magnétostatique parce qu'elle n'est pas disponible sous forme enregistrée. Donc, nous refaisons le tout et profitez-en pour poser des questions. Donc, la magnétostatique, exercice numéro 1. Alors, comme je vous l'ai dit, ou peut-être n'étiez-vous pas présent pour certains, les séances sous Webex ne sont pas des séances de cinéma. Vous êtes censé avoir vos cahiers sous la main, vos stylos et être prêt à formuler une solution. Alors, nous commençons par l'exercice 1 de magnétostatique. Nous ferons aujourd'hui l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. À partir du 4, fin magnétostatique, il est disponible sur l'enregistrement déjà présent sous YouTube et la fin de l'électrostatique est également présente sur cet enregistrement-là. Donc, c'est pas plus mal que vous ayez l'occasion de revoir, pour ceux qui l'ont déjà vu, ou de voir pour les nouveaux, comment fonctionnent les coordonnées des différents systèmes. Pour cela, nous allons utiliser cet exemple qui est là-dedans. Ici, tout le monde reconnaît les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, qu'est-ce que nous reconnaissons? Nous reconnaissons les coordonnées sphériques. Quelles sont les variables de ce système de coordonnées? C'est r, θ et φ. Alors, si c'est r, θ et φ, donc forcément, nous avons 3 vecteurs unitaires, un qui s'appelle ER, l'autre Eθ, l'autre Eφ. Alors, regardez, nous avons ici représenté les 3 vecteurs unitaires. ER qui se dirige en quittant la sphère, il s'éloigne du point O. Eθ, on le voit bien, il est en train de descendre, il est en train de quitter l'axe Z, il s'éloigne de l'axe Z. Eφ, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de l'axe Z. Eφ, il tourne autour de l'axe Z. Alors, on peut se demander pourquoi ces orientations pour ces vecteurs unitaires. Tout simplement, le sens, la direction du vecteur unitaire, je vais le dire d'abord, le vecteur ER en coordonnées sphériques, c'est très important. Il est dans le prolongement, il est collinéaire au vecteur position. En effet, dans un système de coordonnées sphériques, le vecteur position, il démarre du point O, il va vers le point M. Il nous donne donc le vecteur petit r. Le vecteur petit r, et c'est le vecteur position. OM, vecteur position, que l'on décrit aussi par R vecteur. Il se trouve que c'est un cas particulier. En coordonnées sphériques, le vecteur OM, qui est égal à R vecteur, est également proportionnel à E de R, c'est-à-dire il est dans la même direction que le vecteur unitaire ER. Et on l'écrit R, E scalaire, fois le vecteur unitaire ER.
nous ne retrouverons pas ce type d'écriture, par exemple, en coordonnées sphériques, cylindriques. Alors, ça d'une part, j'ai signalé ce point, et je signale l'autre point, c'est que le vecteur ER s'éloigne de O. En fait, il est dans le sens de la variable R qui grandit. La variable R, elle grandit lorsqu'on s'éloigne du point O. De même, le vecteur unitaire ER s'éloigne du point O. Donc, il donne le sens de croissance de la variable R. Voilà pour ER. Pourquoi il est orienté comme ça? Maintenant, je vais aller à Eθ. D'abord, avant d'aller à Eθ, je termine pour le vecteur unitaire ER. ER, on sait que petit r va de 0 à l'infini. Et c'est ça qui vous donne le sens de ER. Le même raisonnement est valable pour Eθ. Pourquoi Eθ est dirigé par là? Pourquoi il n'est pas dirigé dans l'autre sens? Eθ est dirigé dans le sens de l'accroissement de θ. Nous savons qu'en coordonnées sphériques, θ varie de 0, qui correspond à un point qui appartient à l'axe Z, et il augmente jusqu'à la valeur pi. Donc, automatiquement, comme les vecteurs unitaires sont orientés dans le sens de l'accroissement de la variable qu'ils représentent, ici, il représente Eθ, ce vecteur unitaire, donc automatiquement, il va dans le sens de l'accroissement de θ, donc c'est pour ça qu'il est orienté comme ça. Θ, en effet, va de 0 à pi, qui se trouve là. Donc, Eθ est orienté comme ça, et non pas dans l'autre sens. Maintenant, Eφ. Eφ, il est comme ceci, il va dans le sens d'accroissement de phi. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, Eφ est un vecteur unitaire qui est parallèle au plan x, y. Il est parallèle au plan x, y. Comme on le voit, lui aussi, il va dans le sens d'accroissement de phi. En effet, si je regarde dans le plan XY, je vois que phi augmente dans ce sens. C'est pour ça que Eφ se dirige dans ce sens. Et évidemment, ER, Eθ, Eφ correspondent à un trièdre direct. Voici pour les coordonnées sphériques. Donc, notre exercice numéro 1, nous allons regarder ensemble son énoncé. Je partage avec vous mon écran. Partage du contenu. Donc, donc il était déjà disponible, il était déjà partagé, le document. Est-ce que vous voyez l'énoncé? Je suis dessus? Oui, madame. Très bien. L'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, étant donné la densité de courant J, la densité de courant J est exprimée en ampères par mètre carré, trouvez l'intensité du courant. Que représente l'intensité du courant selon vous? Qu'est-ce que l'intensité du courant si l'on connaît la densité du courant? Que représente l'intensité du courant? Je vous écoute. Vous pouvez donner des réponses fausses, on corrigera. Allez-y. Quelle est la relation? C'est le double intégral de la densité de courant. Oui, plutôt que de le donner sous forme mathématique, est-ce que vous pourriez l'exprimer en mots? Je ne veux pas de relation mathématique dans un premier temps, je veux que vous me disiez quelle est la relation qui existe entre le courant et la densité de courant. C'est juste ce que vous avez dit. Mais nous allons d'abord dire que représente le courant si l'on connaît la densité de courant. Qu'est-ce que ça représente? Mademoiselle Barty, vous aviez donné une réponse, vous pouvez la redire? J'ai dit que c'est le double intégral de la densité de courant. La double intégrale de la densité de courant. Mais en vérité, il n'y a pas que la densité de courant, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette expression? Il y a la densité de courant et quoi d'autre? La surface. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous aurez à... C'est le double intégral de la densité fois ds, c'est ça? Et que représente cette quantité? Nous l'avons fait quand on a fait de l'analyse vectorielle. Nous avons nommé cette réalité mathématique. Elle porte un nom. Qu'est-ce que c'est? Quand je multiplie un vecteur scalaire ds, on obtient quoi? On obtient un flux élémentaire. Donc, le courant
Voilà ce que je veux entendre. Il faut que les gens comprennent que le courant, c'est le flux du vecteur densité de courant. On a dit que le flux, la circulation, on pouvait les appliquer à de nombreux vecteurs. Ici, on va effectivement appliquer la notion de flux pour obtenir le courant, mais quel est le bon vecteur qui va conduire au courant? Le bon vecteur qui va conduire au courant en utilisant la notion de flux, c'est le vecteur densité de courant. Voilà. Donc, je vais retourner à ma solution et je vais regarder. Ici, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné une seule donnée. On nous a dit que la densité de courant, c'est une constante numérique, sinus θ, ER, et bien sûr, puisque c'est une densité de courant, donc c'est un courant par unité de surface, c'est pour ça qu'on voit des ampères par mètre carré. Et la question posée est, quelle est l'intensité du courant? Puisqu'ils nous ont donné ceci, donc nous sommes automatiquement en coordonnées sphériques. Nous sommes en coordonnées sphériques, et d'ailleurs, je crois que même dans l'énoncé, qui traverse la surface d'une sphère. Donc, ce n'est un mystère pour personne que nous sommes en coordonnées sphériques. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire effectivement ce que vous avez dit, calculer le flux du vecteur densité de courant. Donc, le courant, ce n'est rien d'autre que l'intégrale sur la surface de JDS. Ça se lit, le courant et le flux du vecteur densité de courant. Maintenant, J, pour pouvoir calculer cette intégrale-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître J, parce que quelles sont les choses à connaître dans cette expression mathématique qui dit I est égal à l'intégrale sur la surface de JDS? Les choses à connaître, c'est J et CDS. J, il est donné ici. Il fait partie de l'énoncé. Donc, ce qui reste, la difficulté de cet exercice, c'est d'exprimer DS. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de DS? Qu'est-ce que c'est que DS déjà? Qu'est-ce que c'est que DS? Que représente l'élément DS? L'élément de surface. C'est un vecteur, oui, c'est un vecteur qui représente l'élément de surface. C'est une grandeur vectorielle qui est perpendiculaire à l'élément de surface qu'il représente. Donc, DS est perpendiculaire au bout de surface DS, la petite surface DS. Il est orienté vers l'extérieur de la sphère ou vers l'intérieur de la sphère? Qui peut répondre à cette question? DS est un vecteur, on le sait, mais est-ce qu'il est orienté vers l'extérieur de la sphère? Pourquoi? Mais pourquoi? Extérieur de la sphère. Pour quelle raison? Je sais pas. Alors, qui connaît la réponse? Ou bien qui pense qu'il a la réponse? Il nous dit, allez-y, travaux dirigés, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mademoiselle Islam Bouzazoua, je n'entends rien du tout, on n'entend rien du tout. Vous êtes en train de parler, c'est ce que dit l'écrit, mais je n'entends rien. Pouvez-vous? Je pense que car la charge est à l'intérieur de la sphère. Mauvaise réponse. Qui peut donner une bonne réponse? Mais c'est bien. Chacun doit s'exprimer. Les bonnes réponses, c'est bien. Les mauvaises réponses, parfois, c'est mieux parce que ça nous permet de savoir que c'était la mauvaise réponse. Allez-y. Pourquoi DS, pensez-vous qu'il est orienté vers l'extérieur? Parce que c'est une surface fermée, madame. Voilà. En effet, j'avais dit en cours d'analyse vectorielle que lorsque nous avons un élément de surface, le vecteur DS est toujours perpendiculaire à l'élément de surface DS qu'il représente, au petit bout de surface DS qu'il représente, mais si la surface elle est ouverte, l'orientation du vecteur DS est arbitraire. On peut l'orienter dans un sens ou dans le sens opposé. Par contre, dès que la surface est fermée, il y a une convention admise par tous, c'est que l'élément de vecteur DS est obligé d'être orienté vers l'extérieur de la surface fermée. Voici pour la convention. Donc, ce n'est pas à cause des charges, comme disait votre camarade, c'est à cause de la convention qui fait qu'une surface fermée
le vecteur ds dont on parle, il doit être orienté vers l'extérieur, de la surface fermée. Donc, dds, quel sera le vecteur unitaire? Ce sera une quantité positive. Elle sera évidemment parallèle à ER parce qu'un vecteur ds qui est perpendiculaire à un bout de surface, forcément, il est comment? Il est forcément parallèle à ER. Et comme on a dit que ER est orienté vers l'extérieur de la surface sphérique, eh bien ds qui, lui, par convention, est obligé d'être orienté vers l'extérieur puisqu'il s'agit d'une surface fermée, ds va être égal à ds grandeur scalaire, grandeur scalaire évidemment positive, multiplié par ER, Voilà. Et qui peut me dire, voilà maintenant pour vous venez de préciser, nous venons de comprendre comment ds va être orienté. On vient de comprendre qu'il est orienté vers l'extérieur de l'élément de la surface sphérique et qu'il est parallèle à ER. Maintenant, puisque notre élément de surface ds est égal à quoi? Il est égal à ds grandeur scalaire multiplié par ER. On connaît donc la direction et le sens de ce vecteur. Maintenant, je veux savoir ce qu'il y a dans l'élément ds. Comment allons-nous faire pour savoir comment écrire la grandeur scalaire ds? Imaginez ici sur une sphère un petit carré, une sorte de petit carré un petit peu tordu puisqu'il va épouser la surface de la sphère. Quelle sera la grandeur de ds? Quelle sera l'expression de ds? J'avais dit que chaque fois qu'on a affaire à un élément de surface ds, c'est comme lorsqu'on était petit. C'est une longueur fois une largeur. Donc ici, en utilisant les coordonnées sphériques, comment allons-nous exprimer la grandeur ds? Je vous écoute. Imaginez un petit carré un petit peu tordu sur la surface. Oui. Si R dθ, dr dφ, non? Reprenez, c'est R dθ. R fois dθ, dφ, dr. Attendez, R fois dθ, il représente quoi? Il représente ce petit bout-là. Vous êtes en train de... Voilà. Voilà. Maintenant, c'est cet élément-là, on va l'appeler DL1. Maintenant, le DL2. Le DL2, c'est quoi? Ce sera quoi selon vous? C'est R dφ. Alors, si vous dites que c'est R dφ, ça veut dire que il y a un problème. Parce que quand vous avez dit R dθ, je vous ai dit c'est bien, vous aviez raison. Pourquoi? Parce que lorsque je marche ici, regardez, lorsque je suis en train de descendre selon ce méridien-là, quand je descends ici, c'est bien dθ qui a bougé, mais quelle est la longueur du bras qui a bougé? La longueur du bras qui a bougé, c'est OM, c'est-à-dire R. Bravo. Par contre, l'élément, ça c'est pour DL. Madame, lorsqu'on fait des têtes, on fait le balayage, on va balayer. C'est ça. On balaye de dθ avec un bras de longueur R. Voilà. Voilà. Maintenant, faites-moi le balayage selon phi. Allez-y. Là, vous faites un balayage selon phi. Qu'est-ce qui a bougé? Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui a bougé? Vous êtes ici. Des phi. C'est vrai, il apparaît, mais quelle est la longueur du bras qui a bougé? Regardez, je vous la montre, la longueur du bras. C'est racine de... Non, ce n'est pas racine. Essayez d'utiliser, au contraire, les angles. Les angles. Madame, sinus θ. Mademoiselle Razi, qu'est-ce que vous disiez? Sinus θ. Oui, mais ce n'est pas sinus θ seul, puisque cette longueur, sinus θ. C'est R au carré sinus θ. C'est R quoi? C'est R? R carré sinus θ. Non, mademoiselle. R au carré, c'est déjà une surface. Si vous dites qu'une longueur est égale à une surface, c'est qu'il y a un problème déjà sur le plan.
C'est R sinus θ. R sinus C'est R. Très bien. Donc, ce fil-là qui bouge, cet angle-là, phi qui bouge, ici, il va me donner effectivement des phi. Et la longueur du bras qui a bougé, ça s'appelle bien R sinus θ. Donc, reprenons l'élément ds qui est égal à L1 fois L2, ça va être R dθ fois R sinus θ d phi. Et donc, ça va me donner R carré sinus θ dθ d phi. Et si je regarde cet élément ds, je vois bien que c'est R carré, donc il correspond bien à une surface, puisque θ ni phi n'apportent de dimensions supplémentaires. Et je regarde ici, je vous ai laissé vous fatiguer, mais en réalité, il y a un support ici disponible. Et voilà. Voilà. Donc, R dθ, pour cette grandeur-là, c'est R dθ. Et pour l'autre, celle-là, c'est R sinus θ d phi. Voilà. Donc, c'est ça fois ça. Et ça me donne bien cette surface-là que je voulais que vous imaginiez. Donc, vous voyez que ce bras de longueur R, il a bougé de dθ, il a donc donné R dθ. Par contre, cette longueur-là, c'est un bras de longueur R sinus θ qui a bougé de d phi et qui m'a donc donné R sinus θ d phi. Et du coup, cet élément de surface s'appellera le produit de ça par ça, c'est-à-dire R carré sinus θ dθ d phi. Et nous le réécrivons ici. Nous le réécrivons en disant que ds, c'est R au carré, sinus θ dθ d phi fois le vecteur ER. J'avais expliqué pourquoi dr était dans le sens de ER. On avait dit que c'est vers l'extérieur et perpendiculairement à une sphère, ça nous donne justement le vecteur. Si vous cherchez un vecteur qui est perpendiculaire en un point de la surface, ce sera forcément le vecteur qui est le long du rayon. Ça s'appelle un vecteur radial. C'est pour ça qu'il y a comme vecteur unitaire ER. Maintenant, tout le monde a compris qu'il doit calculer cette intégrale-là. Donc, le courant que l'on cherche, c'est le flux de vecteur densité de courant. Je vous demande de vous prendre vos cahiers, vos stylos, et de vous mettre au travail pour me calculer cette intégrale et me donner le résultat. J'attends. Au travail. J'attends le résultat de I est égal flux de vecteur J. Qu'obtenez-vous pour le courant? Je vous remontre tout, comme ça vous allez avoir sous les yeux aussi bien J. Je ne peux pas avoir J en même temps que DS. Allez, reprenez. DS, c'est R au carré. C'est R au carré. Vous cachez la suite de la solution. C'est R au carré. Donc, c'est R au carré sinus θ dθ d phi fois ER. Le vecteur initial, le vecteur J, c'est 10 puissance 3, etc. Allez-y, donnez-moi ce que donne cette intégrale double. Alors, je fais des commentaires. J, c'est avec ER. Et DS, c'est avec ER. Donc, ER, scalaire ER, ça va disparaître. Donc, sous le symbole intégral, il n'y a plus que des grandeurs scalaires, puisque ER, scalaire ER apporté par DS, il va, ER, scalaire ER, c'est des vecteurs unitaires et parallèles, donc ça va me donner 1. Donc, il va rester juste cette expression-là. 10 puissance 3 sinus θ
que multiplie r carré sinus θ dθ dφ. Alors, sinus θ fois sinus θ de ds, ça va me donner un sinus carré. Et 10, ça va me donner donc 10 puissance 3 r carré sinus carré θ dθ dφ. Quand je regarde dθ dφ, je me dis, eh bien, je peux exploser, je peux éclater cette intégrale double en deux intégrales, l'une multipliée par l'autre. Donc, je vois qu'il y a l'intégrale selon θ et l'intégrale selon phi. Parce que l'intégrale double, ça veut dire qu'il y a forcément deux choses à intégrer. Donc, on va obtenir, nous aurons intégré. Oui, oui. خرجت لي 10 puissance 3 p au carré r au carré. Très bien. Très bien. Très bien. 10 puissance 3, p au carré, r au carré. R au carré. Très bien. Donc c'était possible de faire le travail seul. Maintenant, nous allons exprimer pourquoi ça donne ça. Alors, 10 puissance 3 fois r au carré fois sinus carré θ. Bien sûr, il y a dθ, dφ. Quand je regarde sinus θ, il marche avec dθ. Mais dφ, il marche avec quoi? Il marche avec aucun. Donc, je peux... Voilà, cette intégrale double, je vais l'écrire sous la forme intégrale. Bien sûr, dφ, il varie de quoi à quoi en coordonnées sphériques? 0 de pi. Voilà. Et puis, on va avoir intégrale. Cette intégrale double va devenir une intégrale simple de 0 à 2π pour dφ. Comme il n'y a rien qui la concerne, donc si vous voulez, c'est un élément très facile à intégrer, multiplié par une autre intégrale, θ il varie de quoi à quoi en coordonnées sphériques? 0π. 0 à π. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Toutes les choses qui concernent θ, sinus carré θ, dθ. Évidemment, la grandeur 10 puissance 3 que multiplie r carré n'est concernée ni par les phi. Donc, on va la sortir. Il faut demander l'autorisation pour parler. Comme ça, quand les gens vont réécouter l'enregistrement, ils vont être à l'aise. Quand je vous donne la parole, vous pouvez parler. Donc, c'est très bien de vouloir tout dire, mais c'est juste pour que l'enregistrement soit clair. Donc, on a le droit de sortir 10 puissance 3 r au carré. Il va rester 10 puissance 3 r au carré. Que multiplie intégrale de 0 à phi, de 0 à 2π de dφ, que multiplie intégrale de 0 à θ de sinus carré dθ. Alors, cette intégrale simple, on va s'en débarrasser. Intégrale de 0 à 2π de dφ, ça va me donner phi entre 0 et 2π, ça va me donner 2π. Donc, du coup, je vais avoir 2π, je vais avoir 2 fois 10 puissance 3 fois π, fois le r au carré que j'avais sorti parce qu'il n'est concerné ni par dθ ni par dφ, il ne me reste que l'intégrale de 0 à π de sinus carré dθ. Seulement, est-ce que c'est facile de calculer sinus carré dθ? Est-ce qu'on sait calculer sinus carré dθ? Sinus carré dθ, ce n'est pas aussi simple que θ dθ. À intégrer. Le sinus carré, il faut faire un changement et l'exprimer en fonction il faut le linéariser. Puisqu'il est au carré, on n'aime pas avoir cette intégrale de sinus carré. On préfère l'avoir sous la forme de sinus de θ ou de cosinus de θ pour pouvoir travailler facilement. Alors, avec moi, essayez de vous débarrasser de sinus carré θ en essayant de l'exprimer en utilisant soit le sinus θ, sinus de θ par exemple, ou cosinus de θ. Essayez de voir par quoi je peux remplacer sinus carré θ, comme ça je n'aurai pas le carré. Moi, ce qui me dérange, c'est le carré. Le carré, je ne sais pas intégrer, mais je sais faire l'opération de linéarisation. La linéarisation consiste à supprimer les puissances. Ici, nous avons une puissance carrée, et à la ramener à une puissance 1, c'est-à-dire passer de sinus carré à quelque chose qui s'exprime en sinus simple ou en cosinus simple, sans le carré. Faites-moi ce travail.
réfléchissez à une procédure qui pourrait vous permettre d'amener l'expression de sinus carré à quelque chose, soit en sinus ou en cosinus. C'est Je vous 1 laisse. demi cosinus de θ. Comment? C'est 1 demi cosinus de θ. Un demi cosinus de θ. Il manque quelque chose. Pourquoi? Je vais vous Madame, dire. c'est 1 moins cosinus de θ, le tout sur 2. Oui. Relation, c'est cosinus 2 fois θ est égal à cosinus carré θ moins sinus carré θ. Et si j'utilise cette première équation et cette deuxième équation, je vais pouvoir me débarrasser de sinus carré θ en donnant la valeur de sinus carré θ qui est égale, quelqu'un peut me donner le résultat? Sinus carré θ est égal. Allez-y, faites le travail. J'attends. C'est 1 moins cosinus de θ sur 2. Très bien. Alors, si vous utilisez tout ça, après, ça sera très simple. Lorsque j'intègre un demi, parce que 1 moins quelque chose, moins cosinus de θ sur 2, donc il y a le 1 demi que je peux sortir. Donc, lorsque j'intègre des θ entre 0 et pi, ça va me donner quelque chose. Par contre, lorsque j'intègre cosinus de θ, dθ entre 0 et pi, ça va me donner quelque chose en sinus. Or, le sinus entre 0 et pi, c'est un terme qui va disparaître. Vous savez que sinus, il vaut 0 tout le temps, que ce soit au niveau de 0 ou de valeur pi. Il aura la valeur 0. Et donc, grâce à cela, j'obtiens ceci. I égale à 10 puissance 3, pi carré, r carré. J'ai appliqué au rayon de la sphère. Le rayon de la sphère qui est donné ici, il vaut 0,02 mètres. Si on applique à la sphère, on obtient 0,4 pi carré ampère. Donc, si vous voulez vous amuser un petit moment, je vous laisse retrouver cette valeur numérique à l'exercice numéro 2. Donc, s'il vous plaît, chaque fois que vous vous présenterez, que ce soit en cours ou en TD, toujours vos cahiers et vos stylos sous la main. Toujours, toujours. Particulièrement en TD, c'est très important. Donc, c'est pas bien compliqué si on est d'accord qu'on a retrouvé cette relation. R pour 10 puissance 2, 10 puissance moins 2 au carré, ça va me faire 4, 10 puissance moins 4. Et donc, 10 puissance moins 4, 10 puissance 3, ça va donner 10 puissance moins 1. Et 4 fois 10 puissance moins 1, c'est 0,4. Le pi carré, on l'a laissé tel quel. On ne l'a même pas calculé. Voilà donc. Est-ce que vous avez des questions pour cet exercice? Vous êtes avec moi? Y a-t-il des questions?
Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, madame, c'est complet. Très bien, très bien. Il ne faut pas hésiter pour qu'il n'y ait pas de temps mort sur la vidéo. Il ne faut pas hésiter à répondre, à prendre la parole. Celui qui a envie de dire oui, il a le droit de le dire. Mais surtout celui qui a envie de dire non, c'est celui-là qui doit être pressé de parler. D'accord? Il ne faut pas être gêné, on est entre nous. Voilà. Voilà. Nous allons passer à l'exercice 2. Dans cet exercice-là, nous avons quoi? Nous allons regarder l'énoncé ensemble. On nous dit, dans un conducteur cylindrique de 2 mm de rayon, la densité de courant varie avec la distance à l'axe. Et il nous donne J. Il nous donne la densité de courant. Donc, on connaît la densité de courant comme dans l'exercice précédent. Et ils nous ont donné aussi le rayon du cylindre. Ils nous ont demandé de trouver le courant. Donc, nous allons faire exactement ce que nous avons fait ici, seulement ici, dans un autre système de coordonnées, c'est-à-dire le système de coordonnées cylindrique. Alors, on regarde, ils nous ont donné le rayon du cylindre et ils nous ont donné J. Voilà. Je devais avoir un enseignant. Donc J, ici, j'ai écrit que la grandeur scalaire. Donc, en vérité, le J qu'ils nous ont donné, c'est J en grandeur vectorielle. Vectorielle, ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que le courant est en train de se déplacer parallèlement à l'axe des Z. C'est pour ça que J ici, il a comme vecteur unitaire EZ. Donc J est parallèle à EZ. Et donc la surface traversée, quelle est la surface traversée dans le cas d'un cylindre qui est parcouru par un courant parallèlement à l'axe des Z? Quelle est la surface qui est traversée? Est-ce que c'est la surface de base d'un cylindre ou est-ce que c'est la surface latérale d'un cylindre? Qui peut répondre à cette question? Je vous écoute. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la question, j'ai pas compris. Voilà. J'ai dit que ils nous disent que le courant est en train de circuler dans le cylindre parallèlement à l'axe des Z. J'ai dit donc, on nous demande de calculer le courant. Et qu'est-ce que nous avons appris dans l'exercice précédent? Nous avons appris que le courant représente le flux du vecteur densité de courant, n'est-ce pas? Donc, on a envie d'écrire que c'est le flux d'un vecteur J. Mais seulement, je suis en train de vous dire quel est l'élément ds. C'est quelle est la surface traversée par ce vecteur J. Quelle est la surface traversée? Est-ce que c'est cette surface de base ou est-ce que c'est cette surface latérale? Normalement, c'est latéral, madame. Pourquoi? Puisque J, il avance comme ça. Pourquoi vous voulez que je considère une surface qui est représentée ici latéralement? Pourquoi? Vous avez dit que c'est parallèle au l'axe des Z, non? J'ai dit que la densité de courant est parallèle à l'axe des Z. Absolument, oui. Donc, ce vecteur J, il va traverser cette surface-là ou bien il va traverser cette surface latérale? Normalement, c'est latéral, hein. Je pense. Quand on écrit un flux qui est égal à J scalaire ds, le ds, c'est la surface traversée par J. Puisqu'on est en train de on est en train de dire que J est parallèle à Z, vous trouvez que ce J qui est... Madame, non, c'est le contraire, madame. La base. Voilà, donc c'est la base. c'est la surface de base. Voilà, très très bien. Cette surface de base-là, elle s'appelle
c'est un élément de surface DS. Maintenant, qui peut me trouver comment on pourrait faire pour exprimer DS? Donc, déjà, on a avancé dans l'exercice puisqu'il ressemble tout à fait au précédent, sauf qu'on a changé de système de coordonnées. La question, c'est l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est égal au flux du vecteur J. Voilà, je l'ai donné ici. Hop là. Donc, l'intensité du courant, c'est l'intégrale sur la surface du flux, c'est l'intégrale sur la surface de J ds. Alors, J, on a dit, puisqu'il est parallèle à l'axe des Z, donc il va s'appeler J, c'est cette grandeur scalaire, multipliée par le vecteur EZ, le vecteur unitaire EZ. Évidemment, la densité du courant, c'est des ampères par mètre carré. Maintenant, c'est juste l'élément de surface. Qui peut me dire quelle est la valeur de cet élément de surface DS? Comment on va faire? Voilà, j'ai représenté le J, il est comme ça. Donc, nous, chaque fois, le DS, il correspond à la surface traversée par J. On voit que J, il est comme ça. La surface traversée, donc, c'est cette surface de base-là. Maintenant, comment faire pour donner l'expression de DS? Quel est le bout de cercle? On a dit que DS, c'est un bout de longueur. Ah, voilà. Il n'est plus caché. Voilà. Voilà. Alors, comment faire pour exprimer l'élément DS? Qu'est-ce qu'il y a dans DS? C'est R dθ dz. La surface, elle est comment par rapport à l'axe des Z? EZ, DS, vecteur S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. DS, il est comment par rapport à l'axe des Z? DS. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Très bien. Chaque fois qu'une surface est perpendiculaire à un vecteur, elle ne pourra jamais s'exprimer en fonction de ce vecteur. Jamais. Donc, si DS, notre surface de base, est perpendiculaire à l'axe des Z, jamais vous n'allez trouver des Z dedans. Il y a les seules grandeurs qui varient dans cette surface de base, c'est R et c'est θ. Donc, je ne trouverai jamais de Z dans cet élément de surface. Alors, il n'y aura jamais de Z. Si j'avais une surface parallèle à l'axe des Z, oui, je vais découvrir du DZ. Mais là, ce n'est pas le cas. L'élément DS qui m'intéresse, il est perpendiculaire à l'axe des Z. Donc, il n'y aura jamais de DZ dedans. C'est une règle. Donc, ici, il va y avoir du DR, il va y avoir du dθ, mais il n'y aura jamais de DZ. Parce que cette surface-là, elle est perpendiculaire à Z. Elle ne pourra jamais contenir Z. DZ. Allez-y, je vous laisse encore essayer d'imaginer la chose. Madame, Oui. R dr fois dθ. Qu'est-ce que c'est? R dr dθ. R dr dθ. Oui, mais ça, c'est le résultat. Je voudrais que vous me disiez... Oui, mademoiselle Brika, oui. Madame, DS, vecteur est égal à DS fois EZ. Est égal à DS fois EZ, oui, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a dans DS? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans DS? EZ, on est tous d'accord. Oui. C'est la surface du disque. C'est l'élément de surface du disque. Voilà. Pas du disque entièrement, d'une portion de disque. D'une portion de disque. Déjà, votre camarade qui vient de s'exprimer, elle a donné quelque chose, d'une information très intéressante. Elle a dit que DS est égal à DS fois EZ. En effet, le vecteur DS est perpendiculaire à la surface. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à la surface de base? C'est le vecteur unitaire EZ. Donc, elle a dit vrai. DS est bien égal à DS fois EZ. Donc, elle a donné une partie de la réponse, c'est que le vecteur DS, il comporte comme vecteur unitaire EZ. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la partie scalaire DS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez donné un élément de réponse qui était juste, mais je ne veux pas que vous le donniez sous cette forme en vrac. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez dit R dr dθ, qui est une réponse juste, mais comment vous avez fait pour la trouver? Je veux que vous arriviez tous à imaginer cet élément de surface sur un cercle. Vous avez dit que c'est un disque. Moi, j'ai dit,
c'est une portion de disque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disque? Imaginez deux cercles concentriques, ça veut dire qui ont le même centre. Donc, ça va faire une sorte de bracelet un peu large. Ce bracelet un peu large, on va prendre un morceau de ce bracelet large. Un morceau de ce bracelet large, il est là. Il va avoir une petite longueur et une petite largeur. Cette petite largeur, ça va être BR. Et cette petite longueur-là, ça va être un dθ qui va bouger. Et ce dθ, il va bouger sous l'effet d'un bras. Quelle est la longueur de ce bras? C'est R. Donc, ça va me faire R dθ fois dr. Voilà. Et je donne ici une illustration. Voilà. Voici le disque dont votre camarade parlait. Le disque, il va faire le tour. Là, si vous voulez, c'est cette surface de base-là que j'ai représentée ici. Uniquement la partie ds qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? C'est ce bras-là qui a bougé, qui s'appelle R, sous l'effet d'une variation angulaire dθ. Voici un bout d'élément de longueur, multiplié par dr. Et donc, c'est vrai que la surface, ça va être R dθ, cet élément-là, que multiplie dr, cet élément-là. Donc, ma surface ds, ça va être quoi? Ça va être R dθ fois dr. Et en complément de ce qu'avait donné votre camarade tout à l'heure, c'est EZ. Donc, mon vecteur ds, c'est R dθ fois dr fois EZ. Et j'ai terminé pratiquement ma solution. Pourquoi? Parce que quand je vais écrire ici que mon courant, c'est le flux de J, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'intégrale de surface de J scalaire ds. Donc, je vais prendre cette expression de J et je vais la multiplier scalaire ds. Donc, je vais avoir quoi? Ces vecteurs unitaires EZ scalaire EZ. Deux vecteurs unitaires sont le même vecteur unitaire est parallèle à lui-même. Donc, comme il a un module A, donc EZ scalaire EZ, ça va me donner 1. Donc, qu'est-ce qu'il va rester sous l'intégrale double? Il va rester seulement 10 puissance 3 exponentielle moins 400R que multiplie R dθ dr. Évidemment, tout ce qui est constant, je vais lui dire de sortir de l'intégrale double. Ici, qu'est-ce qui est constant? C'est seulement 10 puissance 3. Donc, avec sur vos cahiers, vous écrivez que I est égal à intégrale double de S de 10 puissance 3, c'est une valeur numérique. Donc, avant d'écrire l'intégrale, j'ai le droit de la sortir. Allez-y, écrivez. I est égal à 10 puissance 3, intégrale double sur S de R fois exponentiellement 400R dθ dr. EZ scalaire EZ, là, il a disparu. On n'en a plus besoin. Donc, je suis contente. Malheureusement, je m'aperçois que sous l'intégrale double, il faut d'abord que j'éclate cette intégrale double. Cette intégrale double, elle est concernée par quel élément de variation? Elle est concernée par dθ et par dr. Dθ en coordonnées cylindriques, il varie de quoi à quoi? Je vous écoute. De 0 à 2 pi. À 2 pi. Θ en coordonnées cylindriques, en effet, varie de 0 à 2 pi. R, lui, il varie de 0 à l'infini de façon générale, mais dans l'exercice qui nous concerne, il varie de 0 au rayon du cylindre. On va s'arrêter au rayon du cylindre, on ne va pas aller à l'infini, il n'y a aucune raison. Donc, par contre, pour faire le cylindre, on est obligé d'aller de 0 à 2 pi puisqu'on a considéré l'ensemble du cylindre. Si, par exemple, j'avais dit on va prendre seulement un quart de cylindre, eh ben, je vais prendre de 0 à pi sur 2. Si j'avais dit que la moitié du cylindre, je vais dire je vais prendre de 0 à pi, etc. Donc, puisque je fais tout le cylindre, donc mon θ, lui, il va varier de 0 à 2 pi. Donc, qu'est-ce qui varie ici en θ par dθ? Rien. Donc, l'intégrale double va devenir une intégrale simple fois une intégrale simple. La première intégrale simple, je vais commencer évidemment par ce qui est simple, c'est l'intégrale de dθ, puisque c'est le seul élément qui dépend de θ. Ça va être intégrale de 0 à 2 pi de dθ. Ça va me donner θ entre 0 et 2 pi.
et θ entre 0 et 2π, ça va me donner 2π. Parfait. Je me suis débarrassée de cette première intégrale. Il reste l'intégrale un peu plus compliquée, qui est intégrale de 0 au rayon du cylindre qu'on a appelé commun, qu'on a appelé grand R. Donc, c'est intégrale de 0 à R, de R exponentielle moins 400R dr. Celle-ci, ce n'est pas une intégrale que l'on calcule directement. On est obligé de faire une intégration par partie. Pourquoi? Parce que j'ai R que multiplie exponentielle moins 400R. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire ce calcul d'intégrale. Faites-le. Je veux que tout le monde calcule l'intégrale de 0 à R de R exponentielle moins 400R dr. Faites-moi le travail. On va faire quoi? On va faire, c'est une intégration par partie. R exponentielle moins 400R. On va décider que U, c'est R, donc U', c'est 1. Et on va décider que V', c'est exponentielle moins 400R. Donc, V, ça va être moins 1 sur 400, exponentielle moins 400R. Je vous ai donné les éléments qui peuvent vous aider à calculer cette intégrale. J'attends un moment. Allez-y, calculez. Est-ce que vous avancez? Madame, Oui? toutes les 2π fois 10 puissance 3 fois 1 sur 400 exponentielle moins 400R moins R sur 400 exponentielle moins 400R moins 1 sur 400. Appliquez au rayon du cylindre. Vous l'avez appliqué? L'application numérique? Oui. Pas encore. Voilà. Donc, en principe, cette intégrale, je vous laisse toujours des moments comme ça de doute. Par contre, cette valeur numérique, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous serez amené, si vous faites une bonne intégration par partie, je vous ai donné les éléments qui permettent de trouver le résultat. Si vous appliquez à la valeur numérique énoncée dans le texte, vous trouverez exactement 7,5 milliampères. Je reprends. L'intégrale de 0 à grand R de R exponentielle moins 400R dr. Je fais une intégration par partie en posant E égale R, donc E', c'est 1. V' égale exponentielle moins 400R. Et son intégrale, V, ça va être moins 1 sur 400, exponentielle moins 400, R. Et voici. Vous faites cette intégrale par partie et vous trouverez I égale 7,5
milliampères. Voilà pour cet exercice. S'il y en a au moins 2 qui trouvent la même solution que votre camarade, ça sera bien. Sinon, chaque fois que vous aurez trouvé votre résultat et qu'il ne correspondra pas à 7,5 milliampères, c'est qu'il y aura un problème. Et vous reprendrez cette intégration par partie. Je suis en train de regarder comment faire un drive dans lequel j'ai préparé un document qui s'appellera, ce sera notre programme d'électromagnétisme, dans lequel il y aura analyse vectorielle, électrostatique, etc., toute la succession des chapitres. Et ce sera un document dans lequel vous pourrez porter vos commentaires, que ce soit par rapport au cours ou par rapport au TD, comment faire pour trouver ça. D'accord? Est-ce que les gens qui sont en train d'essayer de calculer cette intégrale par partie trouvent des difficultés à avancer? Alors, je rappelle, intégrale de UV' est égale à U fois V moins intégrale de V U'. Qu'est-ce que j'ai dit? Intégrale de UV' est égale à UV moins intégrale de U'V. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'intégration par partie. Voilà donc, le résultat numérique que vous trouverez, ce sera de 7,5 milliampères. Est-ce que nous pouvons avancer ou est-ce que vous préférez qu'on attende que tout le monde trouve cette intégration par partie? Pour vous dire que ce n'est pas difficile, je vais la refaire en même temps que vous. Et donc il devrait y en avoir au moins un qui me trouve la solution de manière simultanée. Je reprends ce calcul avec vous. Alors, intégrale de R exponentielle moins 400 R dr de 0 à R, c'est égal à, si je prends U égale R, V' égale exponentielle moins 400 R, donc ça va me donner U' égale 1, et V égale moins 1 sur 400, exponentielle moins 400 R. Et j'obtiens que c'est égal à moins R exponentielle moins 400 R sur 400. Le moins et le moins, ça va me donner plus, intégrale de 0 à R, de quoi? De exponentielle moins 400 R sur 400 dr. Alors la première, elle va me donner moins grand R exponentielle moins 400 grand R sur 400. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner moins exponentielle moins 400 R sur 400 fois 400, une deuxième fois, ça va me donner 400 au carré, entre 0 et R. Donc, ça va donner moins R exponentielle moins 400. Je suis en train de le faire, hein? Sérieux, je suis en train de le faire. Pour vous dire à quel point c'est rapide, hein? J'ai attendu, je n'ai pas entendu de réponse. Ça me donne moins R exponentielle moins 400 R sur 400, moins, alors, exponentielle moins 400 grand R sur 400 au carré, et pour la valeur 0, ça va me donner plus 1 sur 400 au carré. Voilà, donc si je mets 1 sur 400 en facteur, je vais avoir, et je mets aussi, donc je vais avoir 1 sur 400 moins exponentielle moins 400 R facteur de R plus 1 sur 400. Qu'est-ce que vous avez trouvé, mademoiselle? Celle qui avait donné son énoncé?
Alors, l'erreur que l'on fait souvent, c'est lorsqu'on intègre, on oublie qu'il y a moins, et après ça donne un plus. C'est là que les gens se trompent. Alors, j'ai quelque chose comme ça. 1, le résultat, c'est 1 sur 400. Facteur, j'ouvre une grosse parenthèse. Facteur de 1 sur 400 moins exponentielle moins 400R. J'ouvre une autre parenthèse. Grand R plus 1 sur 400. Je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse. Vous appliquez la valeur grand R et vous trouverez 7,5 ampères. Voilà pour cet exercice et on passe au suivant. S'il y a un quelconque problème, vous le posez, sinon je passe à l'exercice numéro 3. Ça va? Vous êtes avec moi? Bien. Ça va, oui. Très bien. Très bien. Maintenant, cet exercice-là, en principe, il apparaît dans la vidéo. Il apparaît dans l'autre vidéo. Seulement, ça ne me dérange absolument pas de vous le refaire ici pour cet exercice numéro 3. Rien du tout, parce que là, c'est là que j'avais expliqué beaucoup de choses à propos de comment ça fonctionne avec les règles de la main, etc. Alors, on va regarder l'énoncé pour l'exercice numéro 3. Dans cet exercice-là, on nous dit de calculer le champ magnétique B dans la région entourant un courant filiforme rectiligne, infiniment lent, d'intensité I. En déduire le potentiel vecteur A. Alors, notre courant I, il est le long d'un fil. C'est pour ça qu'on l'appelle filiforme. Il est rectiligne, ça veut dire qu'il n'est pas, il est le long d'une droite, infiniment lent, d'intensité I. En déduire, d'abord, ils veulent calculer le champ magnétique. Nous, on avait dit que pour connaître le champ magnétique produit par un courant qui circule, on peut utiliser soit Biot-Savart, soit le théorème d'Ampère. Et heureusement, nous sommes en électromagnétisme, le théorème d'Ampère, la loi de Biot-Savart est lourde et elle a été heureusement remplacée en quelque sorte. C'est des domaines différents, mais en électromagnétisme, on parle du théorème d'Ampère. Et on dit que si nous avons un courant I qui circule dans notre système, le courant I, on va lui donner comme orientation le pouce. Le pouce va nous montrer le courant en direction et forcément donc, puisque c'est le pouce, il montre un sens, ce sera le sens du pouce. Donc vous savez que si votre courant traverse votre pouce de bas vers son extrémité, il va se former un champ magnétique autour de ce courant qui va être rotatif, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de ce courant. Il va être autour de ce courant. Et puisque nous savons qu'un courant qui est le long de l'axe Z, quelle est la direction d'un vecteur unitaire qui tourne autour de l'axe Z? Quelle est la direction du vecteur unitaire qui tourne autour de l'axe Z? Quel est ce vecteur unitaire? Je vous écoute. Quel est un vecteur unitaire qui tourne autour de l'axe Z? Comment s'appelle ce vecteur unitaire? Allez, je vais... Rania Berti, c'est quoi le vecteur unitaire qui tourne autour de l'axe Z? Si. Je ne sais pas, madame. Vous connaissez vos coordonnées cylindriques, n'est-ce pas? Allez-y. Moi, je voulais vous faire parler avant de vous montrer. Regardez. Quand vous avez le courant I, est-ce que vous trouvez que le vecteur ER, il tourne autour de l'axe Z? Regardez ER. Regardez. ER, il s'éloigne de l'axe de Z. Tout à l'heure,
Voilà, c'est Eθ. Très bien. Vous avez vu tout à l'heure, je vais vous montrer cette figure directement. Mais je n'aime pas faire ça. Parce que si je vous montre directement les choses, tout semble évident et tout semble clair. C'est pour ça que j'aime bien quand c'est obscur. Quand c'est obscur au départ, on est obligé de faire travailler son génie, de réfléchir avec ce que nous avons comme données dans notre tête. Et l'idée, c'est d'avoir des données, de plus en plus de données dans nos têtes. C'est pour ça que il faut se cogner. On appelle ça des relations cognitives. Il faut pouvoir faire travailler sa tête, et donc on fait travailler, on accumule du savoir, on fait travailler, on accumule du savoir et on avance. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les coordonnées sphériques, je vais le faire ici avec les coordonnées cylindriques. Regardez, EZ, c'est logique. Il est dans le même sens que l'axe des Z. C'est les coordonnées que l'on appelle R, θ, Z, pour les coordonnées cylindriques. Alors R, sa direction, c'est le long de ce vecteur-là, c'est-à-dire le long de la grandeur scalaire R, parce que les coordonnées cylindriques, c'est R, θ et Z, celles qui sont représentées en rouge. Alors, les vecteurs unitaires, ils n'ont pas beaucoup de choix. ER va être dans le prolongement de R, il va être donc comme ceci, perpendiculaire à l'axe des Z. ER, contrairement à ce qu'a dit votre camarade, ER n'est pas du tout en train de tourner autour de l'axe des Z, il est là. Il s'oriente, il s'éloigne de l'axe des Z. Eθ, lui, par contre, il tourne. Pourquoi il tourne? Parce qu'il va suivre θ. Et que fait θ? θ tourne autour. Chaque fois qu'on augmente θ, on est en train de tourner autour de l'axe des Z. Et comme Eθ, il va être dans le sens de croissance de θ, donc le vecteur Eθ, il va tourner autour de l'axe des Z. Et enfin, EZ, c'est un vecteur qui va dans le sens d'augmentation de la valeur de Z, c'est-à-dire parallèle et de même sens que l'axe des Z, de la partie positive de l'axe des Z. Alors regardez, je vous fais une remarque très importante ici pour les coordonnées cylindriques. Tout à l'heure, les coordonnées sphériques, on avait le droit d'écrire que le vecteur OM était égal à R. Ici, en coordonnées cylindriques, faux. Vous avez le droit d'écrire que OM est égal à R vecteur, mais le R dont il s'agit, c'est OM. Ce n'est pas ce petit R-là. Donc, en coordonnées cylindriques, attention, jamais vous n'écrirez que le vecteur OM est égal à R fois le vecteur unitaire ER. Tout le monde peut voir que c'est faux. En effet, le vecteur OM, c'est ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Donc, en coordonnées cylindriques, on écrit OM vecteur est égal à R vecteur, mais le R vecteur, ce n'est pas dans le prolongement de ER. R vecteur des coordonnées cylindriques n'est pas parallèle à ER. Il n'est pas parallèle à ER. Il n'est parallèle à aucun des vecteurs unitaires. OM, vous voyez, je ne vois aucun vecteur. EZ, il n'est pas parallèle à OM. Eθ n'est pas parallèle à OM. ER n'est pas parallèle à OM. Donc, c'est ça la différence, une grosse différence entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Donc, ici, le R, comme vous le voyez, ce n'est pas comme tout à l'heure en coordonnées sphériques, il était entre O et M. Je vais retourner juste pour vous montrer de quoi je parle. Regardez. En coordonnées sphériques, nous avions ceci. Regardez. O, M, et le R, il est là. Vous le voyez, ce trait bleu. OM et R étaient dans la même direction. Petit r, c'est une longueur qui représente le vecteur OM. C'est pour ça qu'on disait R vecteur est égal à OM vecteur est égal à R fois ER. Par contre, ici, en coordonnées cylindriques, non. En coordonnées cylindriques, nous voyons autre chose. Nous voyons que notre R, il est là. Par contre, notre vecteur OM est là. Donc, nous allons
nous allons, ça c'est une remarque générale que je voulais vous faire pour vous expliquer comment ça fonctionne pour les coordonnées cylindriques. Donc, le théorème d'Ampère qui va être utile pour solutionner cet exercice et me permettre de remonter au vecteur B, c'est d'écrire le théorème d'Ampère. Et le théorème d'Ampère dit ici que la circulation du champ magnétique, j'ai pas besoin d'L, parce que quand je dis circulation, il y a déjà la notion de produit scalaire par dl. Donc, comment se lit cette expression du théorème d'Ampère? Elle dit la circulation du champ magnétique est égale à mu0 I encerclé. Alors, comment on fait? On dit, voilà, notre courant, il est filiforme, ça veut dire le long d'un fil, et il tourne, et il est le long d'un fil. Ce courant-là, il va permettre de créer un champ magnétique. Comment est ce champ magnétique? Ce champ magnétique, pour pouvoir connaître sa direction, il suffit de prendre sa main droite. La main droite comme le monsieur, allez, prenez votre main droite et imaginez que vous avez un axe, un courant I, le long d'un fil, au milieu de votre main ouverte, qui est un petit peu fermée. Donc, votre pouce indique la direction, le sens du courant, et vos doigts, vos 4 doigts, vont indiquer le sens de ce champ magnétique. On a dit que puisque ces 4 doigts de la main, ils entourent le courant, ça veut dire qu'ils sont dans la direction de Eθ, comme on le voit ici. C'est Eθ qui entoure l'axe Z. Donc, nous savons une chose tout de suite, c'est que notre champ magnétique B, il s'appelle B fois Eθ. B fois Eθ. Donc, la direction du champ magnétique et son sens sont montrés par les 4 doigts de la main. Le pouce m'indique le sens du courant, mes 4 doigts de la main m'indiquent le sens du champ magnétique. C'est pour ça que, si j'applique le théorème d'Ampère, j'écris ceci, la circulation du champ magnétique est égale à mu0 I, et que représente le courant I? C'est le courant encerclé. Et ici, le courant encerclé, c'est le courant I. Maintenant, le seul problème, c'est de connaître l'élément dl. L'élément dl, il est là. C'est un bout d'arc de cercle. Ce bout d'arc de cercle, quel est l'angle qui a bougé? C'est θ. Donc, on est forcément dans dθ. Mais quel est le bras qui a bougé, qui m'a formé ce bout d'arc? Le bras qui a bougé, c'est celui-là. C'est-à-dire celui-là. Et celui-là, ce n'est rien d'autre que petit r. D'accord? Petit r. Donc, nous avons notre élément de longueur dl, il est là, c'est un bout d'arc, il s'appelle r dθ, et pour vecteur unitaire, il a Eθ. Alors, je tiens à vous préciser quelque chose ici. Le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, il dit que c'est la circulation sur un chemin fermé. C'est ce que ça représente, cette boule-là. Elle dit circulation parce que c'est ça, produit scalaire, vecteur, produit scalaire dl. Mais sur la boule, elle dit que le chemin, il est fermé. Ça veut dire que je vais faire tout le tour. Vous avez le droit de me dire, madame, si je dois faire le tour, est-ce que je suis obligée de prendre un cercle? Est-ce que je suis obligée de prendre un cercle? La réponse est non. Vous pouvez prendre n'importe quelle courbe fermée autour de l'axe Z, ça fera l'affaire. Seulement, le travail sera plus lent. Puisque moi, je sais que mon champ magnétique B, il tourne autour de l'axe Z et que le vecteur qui tourne autour de Z, c'est Eθ. Donc, je sais que c'est B fois Eθ. Donc, même si je prends une surface autre qu'un cercle pour désigner dl, cet élément de longueur dl, même si je prends un chemin fermé qui n'est pas un cercle, je ne fais que compliquer le problème. Le résultat que je trouverai sera le même. Je prends donc un cercle pour simplifier. Donc, le chemin fermé que je considère, ce sera un cercle. Et l'élément de cercle,
c'est R fois dθ. C'est R fois dθ pour former l'élément de cercle, la grandeur élémentaire d de L. Et je sais que d de L, lui aussi, puisqu'il appartient au cercle, il va avoir Eθ. C'est pour ça que d de L est égal à R dθ Eθ. Et bien sûr, ça y est, mon B, je sais, grâce à mes 4 doigts, que mon B, c'est quelque chose qui s'exprime comme B fois Eθ. Mon dl, c'est R dθ Eθ. Jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des difficultés entre cette équation et cette équation? Je vous écoute. Avant d'aller plus loin, je vous écoute. Y a-t-il une difficulté quelconque? Qui veut répondre, s'il vous plaît? Mademoiselle Feriel, Razi Bawen, vous voulez bien nous donner votre approche? Est-ce qu'il y a des difficultés? Non, madame. Très bien. Donc, moi, je suis intéressée par le théorème d'Ampère, je veux l'appliquer. Je sais que I, c'est le courant encerclé, et dans l'exercice, c'est le courant I. J'aurais pu mettre ici I encerclé. C'est ce que j'ai fait dans les exercices suivants que vous trouverez dans la vidéo qui est déjà sur YouTube. Donc ici, B scalaire dl, je sais que B, ça va être B fois Eθ, scalaire dl. L'élément dl, c'est l'élément de longueur. C'est un bout d'arc sur le cercle. Il s'appelle R dθ Eθ. Donc B fois Eθ que multiplie scalairement R dθ Eθ. Le Eθ fois le Eθ, ça va me donner 1. Ce sont des vecteurs unitaires. Je vais me retrouver avec B que multiplie R, que multiplie dθ, intégrale, le dθ, lui, puisque le chemin est fermé, le dθ, ça va être quoi? C'est lui qui varie, il va varier, comme pour les coordonnées cylindriques, de 0 à 2π. Donc cette intégrale fermée, ça va devenir une intégrale simple de 0. Celle-ci aussi, elle est simple, seulement elle est fermée. Et ici, je vais vous écrire, c'est quoi ce fermé? Ce fermé, ça veut dire, c'est intégrale de 0 à 2π. Ça veut dire que j'ai fait tout le cercle. Intégrale de 0 à 2π de B scalaire que multiplie R fois dθ. Alors, je vois qu'il n'y a que dθ. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais garder R à l'intérieur de l'intégrale. Je lui dis, tu sors de l'intégrale. Et puis, je regarde B. Chaque fois que je suis sur un cercle, chaque fois que je tourne ici sur le même cercle, de même rayon, est-ce que B a des chances de changer? Imaginez le problème. Est-ce que B va changer sur le même cercle de rayon R? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît? Est-ce que B va changer si je reste à la même position R? Pas à la même position, je veux dire sur un cercle de rayon R. Est-ce que la valeur de B va changer? Allez, mademoiselle Fariel. Non. Non, il ne change pas, c'est juste. Donc, dans cette intégrale de 0 à 2π, de B fois R dθ, R, on a dit, il va dehors parce que c'est une variable indépendante de θ. On comprend bien. Et maintenant, on vient de comprendre aussi que B ne dépend pas de R. Je veux dire que B est constant, mais il ne dépend pas de R. Que B est constant pour la même valeur de R. Si je prends une valeur de R, eh ben, sur tout le cercle, ça sera la même valeur. Alors, je vais dire, monsieur B, vous allez dehors. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir R que multiplie B, intégrale de 0 à 2π de dθ. Intégrale de 0 à 2π de dθ, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner θ entre 0 et 2π. Ça veut dire 2π. Donc, ce membre de gauche qui est intégrale sur un chemin fermé de B dl, ça va être 2π que je viens de trouver, que multiplie R que j'ai sorti, que multiplie B que j'ai sorti. Donc, je vais avoir ici, pour le membre de gauche du théorème d'Ampère, je vais avoir 2π B R est égal à mu 0 fois I. Comme moi, je cherche B, eh ben, je vais dire que B, c'est quoi? C'est mu 0I que vous avez là,
divisé par le 2 pi r que j'avais trouvé. Voilà. Et donc, mon résultat est donné par B égale mu0i que divise 2 pi r Eθ. Comme on le voit ici, on a retrouvé que B est un vecteur qui est parallèle à Eθ, et on a trouvé que B, pour un même cercle, possède la même valeur, et cela ne veut pas dire que B ne dépend pas de R. Vous voyez ici que R apparaît dans l'expression de B. B, il dépend de R, mais si je choisis une valeur de R, par exemple R égale 50 mm, ou 1 cm, ou 3 cm, cette valeur-là est constante. C'est pour ça que pour un R donné, la valeur de B est fixe. Mais chaque fois que R change, B change. Donc B dépend de R, mais sur le même cercle, B aura la même valeur. D'accord? Voilà le résultat. Nous avons trouvé la valeur de B. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Le champ B égale à mu0i sur 2 pi r fois Eθ. J'ai utilisé ma main droite pour trouver le sens de B et j'ai utilisé le théorème d'Ampère pour résoudre le problème mathématiquement et trouver l'expression de B. Attention, la règle de la main droite m'a quand même permis de comprendre que B est égal à B fois Eθ. C'est très important. La règle de la main droite m'a permis de comprendre que le vecteur B est égal au scalaire B multiplié par le vecteur unitaire Eθ. Ensuite, le théorème d'Ampère m'a permis de résoudre le reste. Avez-vous des questions par rapport au calcul du champ magnétique B pour cet exercice 3? Gabriel? Non. Voilà. Bien. Maintenant, la question suivante, c'est A. C'est bien, vous avez trouvé le champ magnétique, mais la deuxième question de l'exercice, elle vous dit déterminer le potentiel vecteur A dont dérive le champ magnétique B. Quelle est l'équation qui va vous permettre de répondre à cela? Quelle est la relation qui existe entre B et le potentiel vecteur A? Oui? USTHB student? Oui? Rien, madame, c'est moi. Qui peut me donner une réponse, s'il vous plaît? Quelle est la relation qui existe entre le champ magnétique et le potentiel vecteur A? Je vous autorise même à feuilleter vos cahiers. Ouvrez vos cahiers et regardez si on a un jour écrit une relation entre B et A. Avec votre permission, jeudi dernier, nous n'avons pas fait de cours, ni de TD. Vous m'aviez demandé 10 jours. 10 jours qui étaient censés vous permettre de travailler, chose que j'ai accordée, espérant donner le plus de chance aux gens pour rejoindre leurs enseignements en WebEx ou comme ils veulent, leur donner au moins la chance de se rattraper un peu. Et ça m'inquiète beaucoup de voir qu'aucun étudiant ne répond à la question qui est quelle est la relation qui existe entre le champ magnétique et le potentiel vecteur A. Madame. Oui. B, Oui, Senegouga. la rotationnelle de 1. Très bien. B est égal à rotationnel de A. C'est très juste. Alors, B est un vecteur qui s'exprime comment dans l'exercice? B est égal, le vecteur B est égal à quoi? Est égal à B fois Eθ. B est égal à B fois Eθ, n'est-ce pas? Donc, puisque B est égal à rotationnel de A et que B
il a un seul vecteur unitaire et c'est Eθ, je m'attends à quoi pour le rotationnel de A? Deux vecteurs s'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils ont la même grandeur scalaire, ils ont les mêmes vecteurs unitaires, les mêmes composantes et les mêmes vecteurs unitaires. C'est ça une égalité vectorielle. Une égalité vectorielle dit que si deux vecteurs A est égal à B, alors chacune des composantes de A est égale à chacune des composantes de B, et bien sûr, les vecteurs unitaires qui apparaissent dans le premier apparaissent également dans le second. Si je dis ici, dans cet exercice, et même dans tous les exercices, c'est une relation vraie en général, que B est égal à rotationnel de A, ça veut dire que si B est égal à B que multiplie Eθ, B scalaire, fois Eθ, qu'est-ce que je vais m'attendre à rotationnel de A? Qu'est-ce qui va apparaître dans rotationnel de A? Quel est le vecteur unitaire persisté dans rotationnel de A dans cet exercice? De façon générale, rotationnel de A, puisque nous sommes en coordonnées cylindriques, il a combien de composantes le rotationnel de A? Il y en a combien? En général? Combien il en a? Trois. ER, Eθ, EZ. Seulement dans cet exercice, j'ai deux vecteurs égaux qui sont B et rotationnel de A. B, lui, il dit, moi je n'ai que Eθ. Alors dans rotationnel de A, qui en principe a trois composantes, combien je vais pouvoir supprimer? 2. Très bien, 2. La ER et la EZ, elles n'ont rien à faire dans l'exercice. Donc je vais écrire que B, qui est égal à B fois B scalaire fois Eθ, est égal à la partie du rotationnel de A en coordonnées cylindriques, uniquement celle qui dépend de Eθ, et les autres, je n'en ai pas besoin. N'est-ce pas? Ça, je regarde, regardez, j'ai ramené pour aujourd'hui en principe l'expression de B. Voilà. Celle-ci, sur vos documents, vous avez rotationnel en coordonnées cylindriques. Vous avez trois composantes. Cette première composante en fonction de ER, cette deuxième composante en fonction de Eθ, cette troisième composante en fonction de EZ. Seulement, puisque rotationnel de A est égal à B, donc celle-ci, et que B est égal à B scalaire fois Eθ, donc celle-ci va disparaître, celle-ci va disparaître. Il ne va rester que celle-là. Ah, je suis presque contente. Pourquoi je suis presque contente? Parce qu'ils m'ont demandé de calculer le vecteur A. Je sais que mon vecteur A, je dois le calculer. Seulement, je suis un petit peu embêtée. J'ai simplifié le problème parce que je me suis débarrassée de l'expression du rotationnel, la partie en E de R, en E de Z. Seulement, je trouve ici AR et AZ. Et là, je suis un petit peu gênée. Là, je dois me poser la question, est-ce que je dois conserver ces deux parties, ces deux termes-là? Si je garde ces deux termes, je vais être embêtée parce que je ne sais pas trop comment gérer la situation avec une intégrale en Z et une intégrale en R. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais me poser la question, une question très utile. En principe, nous avons fait de l'électrostatique, si je me souviens bien, en présentiel, à l'USTHB. Et ce jour-là, je vous avais amené un document qui vous parlait du principe de Curie, du phénomène de symétrie. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait, ouvrez vos documents s'il vous plaît, principe de symétrie. Ouvrez les documents, principe de symétrie, et allez, puisque ici, le principe de symétrie, il nous donne de l'information sur la direction du vecteur B, du champ magnétique, du champ électrique, mais aussi du potentiel vecteur. S'il vous plaît, ouvrez vos documents sur le principe de symétrie et dites-moi ce que l'on dit à propos du potentiel vecteur A. Je vous attends. Madame, Oui, je vous écoute. c'est par un point M passe un plan de symétrie pour le courant électrique. Le potentiel vecteur en ce point M est contenu dans ce plan de symétrie. Oui.
La deuxième partie, C par un point M passe un plan d'insymétrie. D'antisymétrie. D'antisymétrie pour les courants électriques. Le potentiel vecteur en ce point M est perpendiculaire à ce plan. Excellent, excellent. Très bien. Donc, maintenant, nous allons faire appel au principe de symétrie pour savoir laquelle des deux je vais supprimer. Je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas, mais j'aurais eu du mal à résoudre le problème en conservant ces deux termes. Donc, l'un des deux doit sauter. Pour cela, je vais essayer d'utiliser les données que vient de lire votre camarade concernant le principe de symétrie pour pouvoir voir est-ce que c'est la composante AR qui va disparaître ou est-ce que c'est la composante AZ qui va disparaître. Je viens ici et je regarde mon courant I. Mon courant I, il monte. Est-ce que vous voyez un plan de symétrie ou est-ce que vous voyez un plan d'antisymétrie dans cet exercice? Plan de symétrie, madame. Qu'est-ce que c'est que le plan de symétrie? C'est Z, je crois. Non, Z c'est un axe. Z c'est un axe. Un plan contient un axe. Mais je ne peux pas dire qu'un axe est un plan de symétrie. Comment pourriez-vous décrire votre plan de symétrie? Allez-y. Je vais demander à Fola. Ziad Fola, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Ziadi Fola. Je vais demander à Nawel. Nawel, dire s'il y a un plan de symétrie ou d'antisymétrie? Nawel, est-ce que ce sont des étudiants présents ou est-ce que ce sont des non présents? Bon, je vais faire l'appel. Agrari. Agrari. Chawi Khaled. Erika, 2018. Oui, je suis là, je suis là. Luna Mariam. Je suis là. Luna Mariam. Oui, Malek Sengouga. Malek Sengouga. Je suis là, madame. Nawel, je ne vois même pas son micro. Nawel, peut-être qu'elle n'a pas de micro. Liane Barti. Présente. Je ne suis pas en train de contrôler, c'est simplement pour savoir quel genre de difficultés peuvent se présenter. UST Razi Bawan Feriel. 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 Razi Bawan. Bien, USTHB Student. je suis présente, madame, c'est Amir. Amir, j'ai cru reconnaître votre voix. Oui. Ziadi Fola. Oui, Ziadi madame. Fola. Très bien. Mademoiselle, suis là. venue en force. Oui, madame. Vous allez me dire, bien, bienvenue. Est-ce que vous voyez un plan d'antisymétrie ou de symétrie dans ce problème? Alors, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie. Alors, pour qu'il ne... Oui. Celui-là, c'est un plan de quoi? Parallèle. Pourquoi? Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Si vous dites que
Merci, mademoiselle. Bonne réponse. Sauf qu'ici, il n'y a pas de cylindre. Nous avons un fil électrique qui conduit un courant. Il conduit un courant, donc je vois un courant qui monte. Donc, si je choisis un plan en général, quand on veut utiliser les plans de symétrie, d'antisymétrie, ce sont des situations très, très simples. Donc, on peut imaginer dans cet exercice soit un plan perpendiculaire à l'axe qui contient le courant, soit un plan, et il y en a une infinité, qui contiennent le courant. Alors, ces plans qui contiennent le courant, ce seront des plans de symétrie. Pourquoi? Parce que à droite du plan, ce que je vois, c'est la même chose que je vois à gauche du plan. Par contre, et ça s'appelle des plans de symétrie, parce que ce qu'il y a à droite du plan, c'est ce qu'il y a à gauche du plan. Par contre, un plan qui est perpendiculaire au courant, il va être, si je regarde la partie haute, le courant monte, il s'éloigne du plan, et il s'éloigne, puisqu'il va du plan vers le haut. Par contre, si je regarde l'autre partie du plan, je vois que le courant, il n'est pas en train de partir du plan vers le bas. Non, il vient d'en bas, il vient vers le plan. Puisque ce qui se passe en haut, c'est l'opposé de ce qui se passe en bas, on appelle ça un plan d'antisymétrie. C'est génial. C'est génial parce que nous venons de montrer que cet exercice contient un plan d'antisymétrie. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que le principe de symétrie, il dit que le potentiel vecteur est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Et si le plan d'antisymétrie, il est là, c'est un plan qui est perpendiculaire à l'axe des Z, quel est le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie? C'est ce vecteur-là. Et il s'appelle comment le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan de symétrie? C'est le vecteur unitaire EZ. Et donc, c'est parfait, puisque je sais que mon potentiel vecteur A est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie. Et je m'aperçois que A est égal à A fois EZ. Et je regarde mon expression ici et je découvre que j'ai fait une belle simplification de mon problème. B est égal à rotationnel de A avec A est égal à EZ. A fois EZ. Regardez combien j'ai gagné. Donc, grâce ça, je l'ai découvert grâce au plan, au principe de symétrie. J'ai découvert que A est égal à A fois EZ grâce au principe de symétrie. Et j'ai utilisé le fait que B est en fonction de θ pour me débarrasser de toutes les composantes et de ne conserver que celles en Eθ. Regardez, ici, les gens auraient pu se dire, oui, mais si j'avais travaillé uniquement avec le plan d'antisymétrie, je vais dire, bon, A est égal à AEZ, on vient de voir pourquoi. Je regarde, ici, AZ apparaît. Ici, AZ apparaît. Ici, il n'apparaît pas. Donc, je suis sûr que ça disparaît. Mais est-ce que je vais garder cette expression où il y a AZ et cette expression où il y a AZ? Ça me ferait quand même une expression ER et une expression Eθ. Heureusement, j'ai fait attention au fait que si B est en fonction de Eθ et que si deux vecteurs sont égaux, les composantes de l'un se retrouvent dans l'autre. Et puisque B ne connaît que le vecteur Eθ, il n'y a pas beaucoup de choix. Le rotationnel de A, il ne va conserver que sa partie qui parle de Eθ. Il ne va conserver que sa partie qui parle de Eθ. Et c'est pour cela que, en plus de ne conserver que la partie en Eθ, le principe de symétrie, il lui a dit à AR, toi tu t'en vas, je reste seul. Et donc, je vais écrire que B qui est égal à U0i sur 2πr fois Eθ est égal à moins dérivé de AZ par rapport à R de Eθ. Le Eθ d'ici et le Eθ d'ici, je peux simplifier. Je vais me retrouver avec mu0i sur 2πr est égal à moins dérivé de AZ par rapport à R. J'intègre, c'est une intégrale très simple. J'intègre et je vais trouver l'expression de A. Maintenant, comment on fait pour intégrer?
Comment on fait pour intégrer? C'est vrai que l'intégrale à faire, elle est simple. Seulement, maintenant, c'est les bornes qui m'intéressent. Est-ce que je vais faire une intégrale bornée et j'ajoute chaque fois que... est-ce que je vais faire une intégrale bornée, c'est-à-dire avec une borne inférieure, une borne supérieure pour l'intégrale, ou bien est-ce que je vais faire une intégrale qu'on appelle indéfinie, c'est-à-dire qui n'est pas bornée, mais j'ajoute la constante. J'ai le droit de faire les deux. J'ai le droit de faire les deux. Ici, j'ai choisi de travailler Madame, en faisant la chose suivante. Oui, pardon, je vous écoute. Bienvenue, allez-y. bienvenue. Vous avez demandé après moi. Je suis désolée, c'était ma connexion. Genre, j'ai perdu la connexion un bout de temps, donc. Oui, vous êtes la bienvenue. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit probablement qu'il y avait un problème de connexion. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, au moins, ça nous permet d'évaluer de temps en temps le système, comment il fonctionne. Donc, maintenant, nous avons dit, nous allons intégrer. Nous avons cette intégrale. Nous avons quoi? Le 0i sur 2πr est égal à moins dérivé de az par rapport à r. Donc, je trouve que là, maintenant, puisqu'il y a une seule variable qui intervient dans le système, une seule variable, et donc, il n'y a aucune raison pour que la dérivée gauche, la dérivée ronde reste ronde. Il devient une dérivée droite. Donc, la dérivée droite, dérivée de az par rapport à r, j'ai le droit d'écrire d droit de az est égal à mu0i sur 2πr fois dr en élément droit. Droit, ça veut dire pas rond comme ici, mais droit. Donc, je vais intégrer, je vais trouver un logarithme. Supposons que maintenant, oui, c'est vrai, est-ce que je vais mettre les bornes ou ne pas mettre les bornes? Là, j'ai dit, je choisis de mettre les bornes. Alors, quand je vais mettre donc la dérivée de az, je vais mettre az, il varie de quoi à quoi? Je sais que az peut passer de la valeur 0 jusqu'à une certaine valeur a. Est égal à intégrale, il faut que la borne d'en bas corresponde au a, la valeur d'en bas. Et la borne d'en haut, il faut qu'elle corresponde à la borne d'en haut pour a. Alors, la borne d'en bas pour a, pour d de a, pour d de az, c'était la valeur 0. Alors oui, c'est vrai que le potentiel vecteur, il vaut 0. Mais à quel endroit, à quelle position? Comme pour le potentiel scalaire, vous savez, le potentiel scalaire, on choisit, on a déjà travaillé avec le potentiel scalaire quand vous étiez en première année. Le potentiel scalaire, il n'est pas égal à 0. On a un endroit qui est 0. Il peut être égal à 0. On a un endroit qui s'appelle R0, par exemple. Eh bien, c'est la même chose pour le potentiel vecteur. La valeur inférieure de la borne d'intégration, la borne inférieure pour l'intégrale de d de az, ça va être 0 pour du côté de a, et du côté de r, elle correspondra à une position r0. Et ensuite, la borne supérieure qui est la valeur az correspondra à une borne supérieure en r qui s'appellera r. Voilà. Et donc, automatiquement, quand je vais intégrer l'expression que j'avais, c'est-à-dire dérivée de a est égal à mu0i sur 2πr, mu0i sur 2π, c'est une constante, elle ne m'intéresse pas, et l'intégrale de dr sur r, ça va me donner le logarithme. Le logarithme. Et on avait dit intégrale de r0 jusqu'à r. Et vous avez le droit de dire, madame, mais logarithme, le résultat que j'ai trouvé ici, c'est logarithme de R0 moins logarithme de R. C'est comme si alors que j'aurais dû trouver logarithme de R sur R0. Tout simplement, c'est parce qu'il y a ce signe moins. Ce signe moins, il me dit que l'intégrale de dr sur R, entre R0 et R, c'est ln de R moins ln de R0, que je peux écrire sous la forme ln de R sur R0, seulement le signe moins, il va inverser. Il va donner non pas ln de R sur R, 0, mais ln de R0 sur R. Voilà pour l'expression de A. Nous avons terminé cet exercice, et le dernier pour la séance d'aujourd'hui. Le reste, y compris cet exercice repris
dans le TD sur YouTube, déjà disponible. Voilà. Donc, je ne reprendrai pas les autres parties de TD. Vous les trouverez disponibles sur YouTube. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre, que ce soit sur cet exercice-là ou un exercice déjà fait que vous avez eu à retraiter via la plateforme YouTube. Oui, mademoiselle? Reprenez votre question. Je vais répondre. Là, vous êtes en train de vous appuyer sur l'ancien TD qu'on avait fait, n'est-ce pas? C'est là que j'avais donné ce genre de détails. J'avais parlé. Très bien. Très bien. Je vais le reprendre pour vos camarades. C'est pour ça que j'ai été un petit peu ennuyée de n'avoir pas l'enregistrement parce que je me rappelle que j'avais donné énormément de détails ce jour-là. Je vais reprendre. Premièrement, je vais attirer votre attention. Vous êtes en train de dire quelque chose de faux. Vous dites, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout méchant ce que je dis. Hein. C'est juste pour vous corriger. Quand je vous dis que vous dites, voilà, quand vous dites le théorème d'antisymétrie et le théorème de symétrie, il n'y en a pas deux. Il n'y a que le théorème de symétrie. On parle de plan de symétrie et de plan d'antisymétrie. Mais pour le théorème, c'est le théorème de symétrie qui s'applique au plan de symétrie et qui s'applique au plan d'antisymétrie. Et merci d'avoir rattrapé ça, parce que effectivement, dans l'ancien enregistrement, qui malheureusement n'était pas disponible pour YouTube, j'avais dit ce genre de remarques et je suis contente que vous me donniez l'occasion de les rappeler à vos camarades. Merci beaucoup. C'est vraiment très important de dire ces choses-là. Regardez. Je reviens ici. Alors, ne prononcez plus jamais le théorème d'antisymétrie. Dites toujours le théorème de symétrie. Par contre, il y a des plans de symétrie et des plans d'antisymétrie. Le plan de symétrie, ici, on a dit qu'il y en avait une infinité. Tous les plans qui contiennent le courant I, l'axe du courant I, sont appelés des plans de symétrie. Il y en a un comme ça, il y en a un comme ça, il y en a un comme ça, il y en a une infinité. Par contre, les plans d'antisymétrie, c'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe du courant. J'ai expliqué pourquoi ça c'est un plan d'antisymétrie. C'est parce que si je regarde à droite, ou plutôt vers le haut, je vois que le courant fuit le plan, mais si je regarde la partie d'en bas, je vois que le courant vient vers le plan. Et non, ça indique la notion d'antisymétrie. Si c'était de la symétrie, j'aurais vu un courant qui fuit le plan de symétrie, et si je regarde en bas, j'aurais vu quelque chose qui fuit le plan. Mais comme ce n'est pas le cas, ici, il fuit vers le haut, alors qu'ici, il rejoint le plan. Donc, je suis en train de parler d'un plan de symétrie, d'antisymétrie. Maintenant, c'est clair pour qu'est-ce que c'est que le plan d'antisymétrie, on est tous d'accord dessus. Maintenant, je regarde le plan de symétrie. J'ai dit qu'il y en avait une infinité. Si je regarde à droite, je vois la même chose que ce que je vois à gauche. Donc, c'est ce qui caractérise les plans de symétrie. Maintenant, le potentiel vecteur, je reviens à la notion de principe de symétrie. Le potentiel vecteur, il dit le principe de symétrie dit que le potentiel vecteur est contenu dans le plan de symétrie. Je regarde ici un plan de symétrie. S'il est contenu, ça veut dire que ce plan de symétrie, ce potentiel vecteur, il possède un vecteur unitaire ER et un vecteur unitaire EZ.
je me retrouve avec une réponse qui me dit, bien, votre potentiel vecteur, il possède deux composantes. Il possède une composante selon R et une composante selon EZ. Comme c'est ennuyeux. Je me retrouve avec un potentiel vecteur qui possède deux composantes. Une qui s'appelle AR et l'autre qui s'appelle AZ. Eh bien, peut-être que je n'ai pas envie d'utiliser le plan de symétrie parce qu'il me laisse avec un problème qui est l'existence de deux composantes. Rappelez-vous ici, j'avais AR et AZ. Finalement, j'ai utilisé le principe de symétrie pour me retrouver avec le même problème. J'ai apparemment pour A la composante AR et la composante AZ. Donc, je n'ai pas avancé. Donc, le plan de symétrie, c'est pas lui que je vais utiliser. Je vais choisir d'utiliser le plan d'antisymétrie. Pourquoi le plan d'antisymétrie est plus intéressant dans ce problème? Le plan d'antisymétrie est intéressant parce qu'il me dit quoi? Il me dit que le potentiel vecteur, il est perpendiculaire au plan de symétrie. Comme le plan de symétrie, il coupe l'axe des Z, quel est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à un axe qui coupe l'axe des Z? Quel est le vecteur unitaire? Agrari? Donc, combien de composantes restent pour A? Une seule, et c'est AZ. Donc, si vous voulez, que ce soit le plan d'antisymétrie ou le plan de symétrie, les deux disent des choses justes. Le premier, celui de symétrie, il dit le plan de symétrie, le principe de symétrie me dit que le potentiel vecteur est contenu dans le plan de symétrie. Seulement, je me retrouve avec la composante AR et AZ. Je n'aime pas trop ça. Je préfère encore réduire. Et je me dis, tiens, pourquoi je ne vais pas regarder le plan d'antisymétrie? Quand je regarde le plan d'antisymétrie, et sachant que le potentiel vecteur est perpendiculaire au plan d'antisymétrie, et comme un seul vecteur est perpendiculaire au plan d'antisymétrie, et c'est EZ, donc j'en déduis que mon vecteur A, il a une seule composante, et c'est AZ. Donc, si vous voulez, tout en utilisant le principe de symétrie, je m'aperçois que dans le cas de l'exercice, le plan d'antisymétrie a été plus utile que le plan de symétrie. Voilà. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait appel au plan d'antisymétrie et je me retrouve avec une réponse plus simple qui m'a aidé. Le plan d'antisymétrie m'a permis de comprendre que le vecteur A possède une seule composante et c'est AZ. Et voilà le travail. Voilà. C'est clair? Ça répond à votre question? Bien. Alors, pour les autres, j'attends parce que je ne reprendrai pas le TD qui est disponible sur YouTube. Sur YouTube, celui-là, il contient, me semble-t-il, l'exercice 4, 6 et même 3 même. Même l'exercice 3, il est disponible là-bas. Je crois qu'il y a le 3, le 4, le 6 et le 8. Peut-être même le 5. En tout cas, il est disponible sur YouTube. La fin de la magnétostatique, je ne la reprendrai pas en cours sous Webex. J'ai déjà fait le cours et il est disponible sur YouTube. J'ai fait exception pour ce cours-là parce qu'on ne disposait pas de l'enregistrement. Et dans ce même YouTube, vous trouverez la fin de l'électrostatique. Le début de l'électrostatique avait été